Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette habituelle chronique hebdomadaire d'analyse action avec droit au but, la tendance et ma stratégie. Aujourd'hui, on va voir les actions qui, comme d'habitude, ont été le plus demandées au cours de la semaine avec notamment Eramet, Europcar, Mint, Gensight, Nanobiotics, Oncodesign, Genfit, Farnex, Farming, SRP et encore d'autres. Je vous retrouve de l'autre côté du jingle avec ma méthode expliquée avant de passer au cas pratique. À tout de suite. Alors je vais commencer cette vidéo par une présentation de la plus simple des méthodes que j'utilise pour investir de manière très spéculative et très agressive sur les actions pour une durée de quelques semaines à quelques mois maximum. C'est une méthode qui est très simple, encore une fois, j'en utilise d'autres qui sont plus compliquées et que vous pouvez retrouver au jour le jour sur mon site. Voilà pour les bases. Alors, on a une situation où on recherche systématiquement les actions qui sont en tendance fortement haussière. Une tendance fortement haussière sera caractérisée par le fait que la moyenne mobile à 20 semaines est ascendante et qu'elle est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui est elle-même ascendante et les cours sont solidement perchés au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Uniquement dans ces situations, je chercherai à acheter une action. Dans tous les autres cas, dans cette méthode, je ne cherche pas à acheter. Par exemple, lorsque les cours sont sous la moyenne mobile à 20 semaines ou sous la moyenne mobile à 50 semaines, ou encore lorsqu'ils sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 et à 50 semaines, mais que ces mêmes courbes ne sont pas tous les deux ascendantes, ou encore, enfin, lorsque les cours sont bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 et 50 semaines, mais qu'une seule des deux croît, par exemple. Clairement, toutes les situations où on n'est pas au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines croissante, elle-même au-dessus d'une moyenne mobile à 50 semaines croissante, ne m'intéresse pas dans ce système particulier. Et lorsque nous sommes dans une telle situation, statistiquement, on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'on a plus de chances d'aller revisiter le précédent niveau de prix qui a bloqué les cours que de ne pas le faire. Cela donne ceci. Voilà une résistance, c'est la zone qui est bleue, une zone qui a martyrisé les cours ici 2 fois de suite ou encore là-haut. Et lorsque l'on est en tendance haussière, comme c'est le cas ici, les cours ont plus tendance à aller chercher une percussion contre cette résistance que de ne pas le faire. J'achèterai lorsque l'on clôturera au-dessus de cette résistance et tout de suite, je mettrai un stop loss au cas où on reviendrait significativement en dessous de la résistance. Clairement, si j'achète ici, je mets mon stop loss là. Si j'achète ici, au-dessus de la résistance, je mets mon stop là. Et il faut savoir également que ce stop loss est mis pour une raison particulière, c'est que si l'on repasse en dessous d'une ancienne résistance qui est devenue support, il y a de fortes chances pour que la baisse s'accélère, chose que je ne veux pas que je ne veux pas endurer, puisqu'encore une fois, c'est du trading très spéculatif et ce sont des opérations qui sont destinées à produire leurs effets très rapidement ou elles, encore une fois, ne m'intéressent pas. Voilà un exemple, on est bien face à une résistance. Lorsque cette résistance a été passée sur cette bougie, tout de suite j'achète, je mets mon stop par exemple à moins 10% et il faut que mon premier objectif soit au moins à 10%, c'est-à-dire qu'il faut que le ratio gain-risque soit au moins de 1 pour 1, c'est-à-dire que le gain potentiel soit au moins égal à la perte potentielle si les cours redescendent chercher le stop loss. La logique elle est simple. Si on fait des gains qui sont tendanciellement supérieurs aux pertes potentielles, et bien même si on a raison une fois sur deux seulement, sur le long terme on s'enrichit puisqu'on gagne plus lorsque l'on gagne que l'on ne perd lorsque l'on s'est trompé. Alors on va passer tout de suite aux analyses individuelles. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube,
à éventuellement me suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que tous les soirs, vous pouvez retrouver de nouvelles vidéos sur mon site. Il suffit de taper Tradosaur dans votre moteur de recherche. Alors voilà où on en est sur Eramet, qui en données hebdomadaires est dans une situation assez intéressante de rebond potentiel. Comme on voit, les cours sont venus titiller, sont dans cette zone comprise globalement entre 35 et 39,3 euros, zone sur laquelle les précédentes impulsions haussières ont eu lieu à 3 reprises déjà. Et un rebond effectivement peut s'effectuer. Il faudrait néanmoins sortir de ce biseau descendant. Il faut savoir que les biseaux descendants sont là généralement pour être cassés plus souvent par le haut qu'ils ne le sont par le bas. Tout reste à faire, hein, puisque nous sommes toujours pour l'instant à l'intérieur de ce biseau, mais on est dans une zone, encore une fois, qui pourra sans doute intéresser certains investisseurs cherchant de bonnes affaires. Il demeure que lorsqu'on regarde les moyennes mobiles, au regard de la méthode que j'ai expliquée en ouverture, une des méthodes que j'utilise, hein, la plus simple, eh bien, on n'est pas sur une zone pour moi d'achat, hein, puisque vous voyez, nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Donc pour l'instant, cette action au regard de la méthode que j'ai évoquée en ouverture, qui encore une fois n'est qu'une méthode parmi beaucoup que j'utilise, eh bien ne m'intéresse pas pour l'instant, puisque la tendance est toujours baissière en données hebdomadaires. On va passer à l'action suivante, il s'agit d'Europecar. Europcar qui a quand même connu des périodes assez difficiles dont il semble se remettre tout doucement. Voilà où on en est pour Europcar. Comme vous pouvez le voir, les cours sont toujours menacés à chaque fois qu'ils approchent de cette grande oblique descendante, hein. Les baissiers sont intraitables avec Europcar à chaque fois que l'on a une confrontation. Il y a bien un support. Ce support, il est là. Il est compris entre 2,95 et 3,26. Hein. Il faut s'attendre à ce que des mouvements acheteurs éventuellement apparaissent, hein, si on va chercher cette zone. Et justement, lorsque l'on regarde ce que donne la moyenne mobile à 20 semaines et la moyenne mobile à 50 semaines, il y a de fortes chances pour que l'on y aille. On est en dessous d'une moyenne mobile à 50 semaines qui descend, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Dans ces conditions, il y a des chances non négligeables pour que on aille tester cette zone rouge là, hein. Il y a plus de chances pour que l'on y aille que l'on n'y aille pas. En tout cas, au-delà de l'intérêt que cette action pourrait susciter lors d'un contact éventuel avec les 2,9, 3,3 euros, comme déjà mentionné, ce n'est pas pour l'instant pour moi une action qui m'intéresse dans le cadre de cette méthode, hein, très simple, puisque nous sommes, vous l'avez compris, en tendance qui n'est pas haussière, elle est même baissière. On enchaîne avec la troisième action qui est Mint, anciennement Budget Télécom. Et voilà ce que l'on peut en dire. On va commencer une fois de plus, hein, pour voir les grands repères chartistes. Alors c'est beaucoup mieux tout naturellement, hein, puisque vous avez ici une oblique descendante qui pour le coup a été cassée, hein, d'où l'impulsion haussière qui s'en est suivie, puisque ça a quand même bien rassuré les investisseurs. Au passage, on voit que la règle du balancier a fonctionné, c'est-à-dire la distance parcourue avant l'oblique qui est reporté par-delà l'oblique, ça vous donne un objectif qui est généralement atteint. Donc ça, c'est pour faire de la simple pédagogie. On voit également que nous sommes en approche d'une zone de résistance importante ici, cette zone qui a déjà provoqué des reflux massifs, hein, et ça depuis 2017. Il y a eu de très nombreuses tentatives de passer au-dessus qui ont toutes été inutiles et on se rapproche, mais ça veut dire également que normalement on a ce potentiel de hausse devant nous. Alors si on utilise les moyennes mobiles à 20 et les moyennes mobiles à 50 semaines, voilà ce que l'on a. On a, et c'est la bonne nouvelle, une tendance qui est haussière. Vous voyez bien que la M50 monte, la M20 monte, et nous sommes bien au-dessus. Donc depuis que c'est le cas, on est en tendance haussière.
Alors maintenant, comme vous le savez, à titre personnel, il faudrait qu'on passe au-dessus de la résistance pour que je sois intéressé. C'est-à-dire que lorsque les cours passeront au-dessus de cette résistance, je serai éventuellement à l'achat. Une zone comprise entre 6,65 et 5,92. C'est un petit peu tard pour entrer maintenant, puisqu'encore une fois, on est proche d'un obstacle. Alors, si vous avez déjà l'action en portefeuille, c'est pas mal, hein, puisque vous pouvez espérer gagner voilà, à 14%. Alors, il n'y a aucune garantie, aucun conseil dans ce que je dis, mais je sais que si j'en avais en portefeuille, je viserais un contact avec la zone grise, là, donc avec un potentiel de 14%. Mais je n'achèterai pas sur les niveaux actuels, parce que tout simplement, on est trop proche de l'obstacle. C'est ici qu'il fallait acheter, hein. Voilà, depuis que la tendance elle était haussière, on avait une résistance qui était là. Une fois qu'on l'a eu cassée, c'était le bon moment pour acheter. Maintenant, encore une fois, on est trop proche de l'obstacle. Ça ne m'intéresse pas. On enchaîne maintenant avec l'action suivante qui est Gensight. Et pour Gensight, voilà ce que l'on a. Alors attendez. On a une oblique descendante qui a été féroce, qui a été passée en force, hein, c'était en décembre, et donc du coup effectivement on a une impulsion importante. Là aussi la règle du balancier a donné une indication du niveau qu'on pouvait atteindre à minima, et vous voyez, à la distance parcourue avant l'oblique reportée par-delà l'oblique, ça donne un objectif qui a été touché. C'est pas pour ça que c'est toujours touché, mais en tout cas c'est une indication assez intéressante de ce à quoi on peut s'attendre. On a malheureusement là aussi une zone obstacle qui est évidente, hein, qui est là, qui est une zone de résistance qui est responsable de la décrue qu'il y a eu à partir de décembre 2018 et nous sommes au-dessus, c'est pour ça qu'on a du mal à progresser. Tout naturellement, on regarde la moyenne mobile à 20 semaines et la moyenne mobile à 50 semaines qui sont haussières, eh bien on est en tendance haussière, c'est la bonne chose. Mais vous aurez compris, là je rentre pas du tout sur cette zone-là parce qu'on est sur une zone de résistance. J'attendrai que l'on clôture au-dessus de cette zone, donc clairement au-dessus des 5,27 en clôture. Entre 5, ouais, là, la zone de résistance elle est entre 3,76 et 5,27. Donc en clôture au-dessus de 5,27, je serai acheteur. Je mettrai éventuellement, vous l'aurez compris, un stop en dessous de la zone de résistance. Mais là, sur les niveaux actuels, je ne suis absolument pas acheteur parce qu'on est directement déjà sur un obstacle, hein. Ce qu'il aurait fallu faire, mais évidemment, ça c'est un peu tard maintenant, c'était acheter lorsqu'on a passé cet obstacle-là. Voilà, ça aurait été intéressant. C'est-à-dire que la tendance était haussière. Ok, et on était au-dessus de la résistance, donc on aurait pu éventuellement acheter là, mais maintenant c'est trop tard, on est déjà au contact d'un obstacle qu'il faudra passer avant d'être plus rassuré par rapport au court terme. Donc pour l'instant, la tendance elle est haussière, mais c'est pas le moment pour moi d'acheter. Si j'en avais déjà en portefeuille, par contre, hein, j'aurais pu éventuellement, enfin j'en garderai, je le garderai parce qu'on peut très bien aller plus haut, mais il est quand même utile parfois, hein, et prudent de vendre lorsque l'on se rapproche d'une résistance, de vendre partiellement, de prendre des bénéfices partiels, comme on dit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore une fois en tendance haussière. On passe à Exaom, qui est une des 10 actions qui m'a été également le plus demandée. Et nous avons une configuration assez intéressante là aussi, regardez. Tout d'abord, il est à noter qu'on vient de s'extraire d'un triangle, ok, et à partir du moment où on a réussi à s'extraire de ce triangle, on a eu une impulsion haussière. Là aussi, hein, la simple règle du balancier vous dit qu'on peut espérer aller chercher un niveau tel que 38,45, donc c'est-à-dire qu'il y aura encore du potentiel, hein. Ça c'est la bonne nouvelle. Regardez les moyennes mobiles, la moyenne mobile à 20 semaines et la moyenne mobile à 50 semaines. Alors c'est presque fait, non, c'est fait, c'est très bien, regardez. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, qui est elle-même au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, donc on est en tendance haussière. Là, ce que je pourrais envisager de faire, c'est d'acheter lorsque l'on aura franchi cette résistance. Vous l'aurez bien compris, ce que je ferai, c'est que au moment où on franchira cette résistance, j'achèterai. Je mettrai un stop loss si on passe significativement en dessous de cette résistance qui normalement serait devenue support.
et je viserai un objectif au moins égal à ce stop loss. Un exemple ici, si j'achète en cas de clôture au-dessus de la résistance et que je mets un stop à mettons moins 3,4% pour faire simple, eh bien je viserai un objectif au moins de 3,5% pour que ce soit rentable, parce que si on prend des objectifs moins ambitieux que les pertes que l'on risque d'encourir, eh bien à long terme c'est dangereux, hein, puisque c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rationnel. Mais en tout cas là, une fois encore, c'est une très bonne nouvelle. Alors c'est dommage parce que là c'est plus le moment d'acheter au moment où je parle, hein. On aurait pu acheter si on avait été soumis à ce graphe il y a quelques semaines ici, vous voyez, là, puisque la tendance elle était non, on n'aurait même pas pu acheter, j'allais dire des bêtises, parce qu'au-dessus de au moment où on est passé au-dessus de la résistance, eh bien les cours étaient au-dessus de la M50, mais la M20 était en dessous de la M50, donc on n'était pas en tendance haussière forte, donc non, on ne pouvait rien faire, pas de regret. En tout cas, vous avez compris ce que je ferai à titre personnel, il n'y a plus qu'à attendre. Action suivante, on passe à Nanobiotics. Nanobiotics, que voilà. Nanobiotics qui est dans une situation beaucoup moins flatteuse. Alors, la première des choses à remarquer, c'est qu'on a un support qui s'est construit ici. Ce support devrait normalement attirer la convoitise des investisseurs, de certains investisseurs, si on y va. Pour l'instant, c'est délicat. On a également cette oblique de résistance au-dessus de nous. Bon, on n'est pas près de la toucher, hein. Elle est très, très, très éloignée des cours. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on se rapprochera, il y aura des dangers de voir les cours baisser. En tout cas, pour l'instant, quand on regarde la moyenne mobile à 20 semaines, la moyenne mobile à 50 semaines, vous voyez qu'on n'est pas dans une configuration qui m'intéresse parce que les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes. Donc, on n'est pas en tendance haussière. Donc pour l'instant, je ne suis pas intéressé dans les conditions actuelles par Nanobiotics, hein, au regard du système unique et très simple que je vous ai donné, encore une fois, en introduction. Il y a d'autres systèmes qui pourraient faire éventuellement que je sois intéressé, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Regardez là, par exemple, on a la possibilité d'une épaule tête-épaule inversée. Regardez, ça donne ça, épaule 1, tête. Si on devait faire actuellement la deuxième épaule et passer au-dessus, ça pourrait être éventuellement un signal d'achat. Ok, mais pour l'instant on n'y est pas. Regardez, alors si on est là, on pourrait éventuellement acheter, mais il faut encore que la ligne de coup soit cassée à la hausse, sinon c'est que de la fiction. Mais encore une fois, hein, c'est pas l'objet de la méthode très simple que je vous expose actuellement. On passe maintenant à Oncodesign. Et voilà ce que l'action nous dit. Comme vous pouvez le voir, on a réussi à se débarrasser de cette oblique descendante, hein, qui s'est révélée cruelle chaque fois qu'on l'a sollicité, et forcément l'effet a été immédiat une fois qu'on a réussi à le faire. Là aussi, vous pouviez éventuellement vous aider de la règle du bas aussi qui vous donne un objectif minimal, qui était vraiment pour le coup très minimal. On a une zone de support ici qui est à l'origine du rebond, hein, et qu'il faut s'attendre à voir susciter les intérêts des investisseurs si un jour on y retourne, hein. Elle est comprise entre 6,60 et 5,8. Dans l'immédiat, si on regarde les moyennes mobiles, eh bien, sans aucun doute, on est dans une situation qui m'intéresse. La M20 est ascendante, la M50 est ascendante, les cours sont dessus, la tendance elle est haussière. Je peux envisager ah oui, alors le problème, regardez, on est face ici à une résistance. Alors c'est dans les conditions actuelles, c'est une situation qui est pas étonnante. J'ai expliqué en introduction que lorsque la tendance elle est haussière, on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de pas le faire. Donc on est venu chercher la résistance, mais on a échoué dessus. Donc vous l'aurez compris, à titre personnel, je serai acheteur uniquement si on clôture au-dessus de cette zone. À ce moment-là, je mettrai un stop en dessous de la zone de résistance devenue support à moins 6%. Par exemple, je viserai au moins 6-7% pour que ce soit rentable. Mais dans l'état actuel, je ne suis pas intéressé. Je suis en train de regarder si on aurait pu rentrer avant, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est simplement à titre purement pédagogique. Oui, voilà. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que vous voyez, si on avait acheté au moment où on a clôturé au-dessus de cette résistance, eh bien là, effectivement, on aurait pu acheter. On aurait pu acheter, mais là maintenant c'est trop tard, on doit attendre de repasser au-dessus de la résistance des 13,6.
14. La tendance, vous l'aurez compris, est haussière. Mais encore, si j'en avais en portefeuille, je le garderais, hein, mais j'en achèterai pas maintenant. On passe à Orange. Orange qui est dans une situation qui est beaucoup plus compliquée puisque la tendance, bon, je vais pas en parler tout de suite, mais en tout cas, on est sur une zone de support ici, ok, une zone de support qui a matérialisé des rebonds successivement. On est dans ce qui s'apparente être un grand canal rouge là, ascendant. Donc pourquoi pas ne pas envisager de repartir à la hausse, hein. Je connais des traders qui achèteront maintenant, qui mettront un stop sous la zone de support ici, moins 6%, et viseront un retour sur le haut du canal à 14%. Ça fait un ratio gain-risque de 2,5 pour 1. C'est très intéressant. Mais au regard de la méthode qui est celle que je vous présente depuis le début de cette vidéo, ça ne m'intéresse pas parce que vous voyez, on est en dessous de la M50, au-dessous de la M20, la tendance n'est pas haussière, donc je ne suis pas acheteur au regard de la méthode. Maintenant, c'est le tour de Farnext, que voilà. Et Farnext est également dans une situation qui ne m'intéresse pas. Vous voyez, on est sous la M50 qui descend. On est au-dessus de la M20, mais pas au-dessus de la M50, donc on est en tendance toujours baissière. Néanmoins, on a construit un support ici, évident, hein, compris entre 4,04 et 4,80. C'est une zone qui pourrait éventuellement intéresser certains investisseurs si on y va. Je connais des traders qui préparent, qui affûtent déjà leurs armes. Ils achèteront au contact de la zone rouge. Ils mettront un stop en dessous en cas de clôture au-dessus de la zone rouge. Ça fait un stop assez large à moins 25, moins 30%. Évidemment, il ne faut pas miser de la même manière quand on a un stop à moins 25% que lorsqu'on a un stop à moins 5%. Il faut ajuster sa position et qui viseront au moins 25% à la hausse s'ils entreprennent ceci. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, hein. On n'est pas sur une zone où la tendance est haussière. On passe maintenant à Farming. Alors, avant que j'oublie, Farming, je suis actionnaire. Ok, c'est la plus vieille action que j'ai en portefeuille, c'est pour vous dire. Donc il ne faut pas que vous soyez ignorant du fait que je suis actionnaire et que donc je peux être influencé. En tout cas, là on a une situation typique d'un W, hein. Regardez, W, c'était un double bottom. Ça donnait un objectif, hein, qui était d'aller chercher la zone, enfin toute la profondeur de la figure reportée par-delà la figure. Donc c'est un objectif qui a été touché, c'est purement pédagogique. Le problème, c'est qu'on est venu se heurter à cette zone de résistance ici qui est évidente, hein, comprise entre 1,62 et 1,52. Donc c'est une zone où notamment, hein, beaucoup de traders ont allégé avant de rentrer dans cette zone puisque c'était une zone qui était par définition difficile à passer. La tendance elle est haussière, on est au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, mais je suis pas du tout acheteur sur les niveaux actuels. C'est pas pour ça, encore une fois, que je vends ce que j'ai, hein, mais puisque la tendance elle est haussière. Mais en tout cas, j'achète pas sur les niveaux, j'achèterai si on arrive à passer cette résistance, pas maintenant. C'était avant qu'il fallait acheter, hein, vous voyez. Ici, on avait une zone de résistance. En attendant, c'était haussière lorsqu'on l'a cassé. C'est ici qu'on aurait pu éventuellement acheter, mais maintenant, c'est pas possible. C'est pas le bon timing. Mais en tout cas, la tendance est toujours haussière sur Farming Group. On passe à la suite. On passe notamment à Showroom Privé, SRP, qui est pas dans une situation extrêmement sexy, on va dire, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on est sous la M50 qui descend, sous la M20 qui descend, donc on est en tendance clairement baissière. Néanmoins, il est évident que nous sommes également sur un support ici. La zone comprise entre 1,03 et 1,15 est une zone qui a provoqué des rebonds, hein, importants. Regardez ici, la première fois on a pris 35%, la deuxième fois on a pris 75%, la troisième fois on a pris 30%, donc pourquoi pas ne pas envisager que les cours repartent vers le haut, hein. Je n'en sais rien, ceux qui feront ça mettront un stop, vous l'aurez compris, en dessous de la zone, hein, un stop assez large, sans doute à moins 16%, et viseront au moins 16% pour que ça vaille la peine. En tout cas, je le répète, au regard de la méthode que j'expose ici, ce n'est pas une configuration qui m'intéresse puisqu'on n'est pas en tendance haussière. C'est le tour maintenant de Valneva, VLA, et voilà où nous en sommes.
Bon, il y a un mieux, mais c'est toujours pas assez bon pour mon système, puisque il est clair qu'il y a un élément très encourageant, c'est qu'on a cassé ici cette oblique. Si on applique toujours et encore la même règle du balancier, on peut espérer prendre la distance parcourue avant l'oblique, reporter par-delà l'oblique une fois qu'elle a été cassée, ça voudrait dire aller chercher 3,66. Excusez du peu, ça veut dire qu'il y aurait encore éventuellement un potentiel de 17% à faire. Donc c'est encourageant pour Valneva au regard de cette technique chartiste. Néanmoins, lorsque l'on regarde la moyenne mobile à 20 semaines, la moyenne mobile à 50 semaines, vous voyez que la situation est telle que la tendance n'est pas fortement haussière. On est toujours dans une situation où les cours sont au-dessus de la M50 et de la M20, mais la M20 n'est pas au-dessus de la M50, donc ça ne m'intéresse pas dans mon système que j'expose aujourd'hui. Donc j'attendrai que la tendance soit haussière pour m'intéresser à Valneva. On poursuit avec, et on termine même avec Genfit, qui m'est toujours beaucoup demandé toutes les semaines, même si je fais des analyses, visiblement les choses ont dû changer. Oui, alors elles ont changé et pas en bien. Ce qui se passe malheureusement, c'est que les cours sont venus se heurter à cette oblique descendante ici, sans appel, décevant. Le jour où on cassera cette oblique, on pourra effectivement appliquer la règle du balancier telle qu'on l'a expliqué, mais pour l'instant, la tendance n'est pas haussière, on est sous la M50, la M20 est sous la M50 aussi, la tendance n'est pas haussière, ça ne m'intéresse absolument pas au regard de ce trading system que j'ai exposé au début. Par contre, il est clair que lorsqu'on reviendra sur cette zone comprise entre 12,8 et 11,7, il devrait y avoir normalement des intérêts acheteurs qui se déclencheront. Mais pour l'instant, vous l'aurez compris, ça rentre pas dans les clous de ma méthode, du moins une des méthodes que j'utilise et que je partage avec vous. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors si ça vous a plu, si vous voulez apprendre l'analyse technique, je vous rappelle que vous pouvez découvrir mes vidéos quotidiennes sur mon site. Vous tapez Tradosor dans Google. N'oubliez pas également que si vous voulez utiliser la même plateforme que moi, vous avez un lien gratuit sous la vidéo. Vous avez également le module d'initiation à analyse technique avec sa vidéo de 30 minutes, ses exercices corrigés, téléchargés, je ne sais pas, plus de 10 000 fois depuis son lancement. C'est gratuit aussi. Et abonnez-vous si ça vous intéresse pour voir mes analyses tous les jours, soit Twitter, soit Facebook, soit YouTube. Je poste tous les jours, voilà. Et également, faites-moi vos demandes pour la semaine prochaine si vous avez envie que j'analyse vos actions. Voilà. À la semaine prochaine pour la mise à jour. Et vous avez la possibilité de voir à la fin de cette vidéo justement un extrait de l'analyse, l'analyse du CAC 40 du jour.